Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ou bonjour, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Il va s'agir d'une succession de deux vidéos sur le même thème que j'ai appelé « Comment jouer à la V3 d'Age of Sigmar ». C'est un type de vidéo que je souhaitais faire depuis la V2, depuis donc largement plus d'un an. Mais j'ai volontairement attendu la V3 pour m'y consacrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai considéré que... Oui, ok, c'est bon, ça fonctionne bien. Pardon. Tout simplement parce que j'ai considéré que, la V1 et la V2 ont été des moments, des temps qui ont permis aux concepteurs de Age of Sigmar de tester différentes choses dans le jeu, et les décisions évidentes qui ont été prises sur cette V3 ont confirmé, de mon point de vue, les choix dans lesquels se dirigeaient les concepteurs, des choix assumés, qui étaient notamment, en l'occurrence, de réduire considérablement la quantité de spamming d'unités. Clairement, c'était comme si vous vous souvenez du contenu de ma première vidéo sur la chaîne qui s'appelait « Pourquoi Age of Sigmar ?» C'est quelque chose que j'avais expliqué, que ça faisait partie des notions qui avaient dirigé leur travail dans la première version d'Age of Sigmar. C'était de proposer un jeu, un mi-chemin entre des affrontements de grandes armées et de l'escarmouche, avec donc, pour mettre en valeur davantage les unités, leur permettre d'être beaucoup plus autonomes. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que l'anglophone appelle le MSU, le Multiple Small Unit. C'est quelque chose qui a été complètement battu en brèche, qui avait complètement disparu entre la V1 et la V2, où on s'est retrouvé avec des armées qui étaient extrêmement fortes, avec un spamming d'unités, un spamming de la même figurine. On avait 20, 30, 60, 90, 120 fois la même figurine dans certaines armées. Donc ça, c'était absolument un concept qui ne correspondait pas du tout à ce qui était voulu par les concepteurs d'Age of Sigmar, et cela s'est trouvé confirmé dans cette V3 avec le système de renfort d'unités, où aujourd'hui on va jouer des unités en fait avec un effectif minimal par principe, et nous avons la possibilité du coup d'augmenter la taille de certaines unités au cas par cas, et cette possibilité d'augmentation de taille est limitée en elle-même. Donc, le second point également de cette V3, qui est assumé par les concepteurs, qui est moins visible au niveau des règles immédiates, qui n'est pas quelque chose qui a été mis en avant au niveau de la conception, qui n'est pas quelque chose qui a dirigé la conception et qui a été mis en avant dans la façon dont ils ont présenté cette V3, mais c'est quelque chose qu'ils ont reconnu et sur lequel ils ont débattu au cours de leur live Twitch et dans certaines questions auxquelles ils ont pu répondre sur les forums, qui est effectivement réduire la quantité de dés que jettent les joueurs à chaque tour et à chacune des phases. Dans Age of Sigmar, nous avons aujourd'hui énormément d'unités qui sont polyvalentes, qui sont supposées être autonomes sur le champ de bataille, ou avec une synergie courte avec quelques héros, quelques unités. Et du coup, pour ce faire, notamment, nous avons beaucoup d'unités qui ont plusieurs profils d'armes, et du coup, beaucoup d'unités où chaque figurine va avoir la possibilité d'attaquer 2 fois ou 3 fois. Forcément, quand on a 5, 10, 20, 30 figurines dans l'unité, c'est tout autant de dés multipliés à lancer. Là-dessus, c'est quelque chose que les concepteurs assument et qui, a priori, n'est pas amené à changer dans l'immédiat ou dans un futur proche. Par contre, ce sur quoi ils ont souhaité travailler et apporter des modifications, c'est sur les questions de relancer ces dés. Lancer une fois 10, 20, 30 dés, d'accord, mais par contre, en plus de devoir en relancer, ça on va le changer. Du coup, il y a une très forte réduction de la quantité de règles qui permettaient de changer, de relancer des dés. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est que le sort
le sort générique bouclier mystique, qui avant permettait de relancer les 1, et ben il est retourné à une version plus proche de ce qu'il était dans la V1, c'est-à-dire on ajoute un +1 en sauvegarde. Dans la V1, c'était un sort qui était trop fort, qui avait un trop gros impact, parce que dans la V1, augmenter de 1 la sauvegarde d'une unité était par rapport au fonctionnement général de toutes les unités, toutes les armées, toutes les armes, de toutes les factions. Et bien, avoir un +1 en sauvegarde, ça avait un énorme impact. Aujourd'hui, dans notre V3, où on a beaucoup d'armes qui ont de la perforation, et même beaucoup d'aptitudes ou d'armes qui font de la blessure mortelle, et bien, avoir un sort générique qui permet d'ajouter un +1 en sauvegarde, et bien, ça correspond au fonctionnement actuel. Je fais un constat. Personnellement, comme vous le savez, je préférerais qu'il y ait moins de bonus de sauvegarde, moins d'attaques qui produisent, ou des aptitudes qui produisent de la blessure mortelle, pour qu'on se focus davantage sur la caractéristique de blessure, mais le débat n'est pas là. Ensuite, par exemple, l'autre exemple, c'est si vous avez joué, ou si vous jouez des Stormcast Eternal, mais aussi d'autres armées, vous avez eu l'occasion de consulter la FAQ, ou les FAQ qui sont sortis le 2 juillet 2021. Et notamment, dans ces FAQ, en ce qui concerne les Stormcast Eternal, vous avez pu constater que la règle qui concernait les boucliers de Sigmarite a été mise à jour. Avant, des unités qui étaient équipées de boucliers de Sigmarite pouvaient relancer leur 1, les résultats de 1 quand ils faisaient un jet de sauvegarde. Aujourd'hui, cette règle a complètement changé. Aujourd'hui, les unités qui sont équipées de boucliers de Sigmarite, eh bien, vont pouvoir ignorer ou réduire de 1 la pénétration d'armure qui est supposée affecter leur armure. Voilà, ils vont vous ignorer les pénétrations d'armure de 1. Mais la vérité, c'est plutôt réduire de 1 la pénétration d'armure. Voilà. Donc si quelqu'un vous attaque avec une arme qui a une pénétration d'armure de 2, en fait, considérez qu'elle n'a que 1. Voilà. Donc, on est sur une V3 qui, je pense, est aujourd'hui une véritable version d'Age of Sigmar, beaucoup plus, je peux dire, un jeu qui est en fait beaucoup plus complet que ce qu'on avait dans les versions 1 et 2, qui pour moi étaient des versions de jeu qui se cherchaient. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de préparer cette vidéo, donc de préparer ces vidéos, il y en aura 2 normalement, donc voilà, je vous ai préparé 28 slides, en réalité, ou 27, je sais plus, mais en vérité, plutôt, peu importe, il y aura 2 images d'intro et d'outro, et du contenu sur lequel j'ai pas mal passé de temps, et je ne vous cache pas d'ailleurs, très brièvement, que c'est mon 3e enregistrement, parce que la première fois, le son avait sauté dans le studio OBS, j'avais mal géré le truc, et la seconde fois, j'ai constaté que si j'avais bien géré le son, et bien là, cette fois-ci, c'était l'image qui était croppée, qui était coupée au milieu, ça m'avait bien saoulé. En même temps, j'avais fait énormément de parenthèses et de logorées dans cette seconde version. J'avais envie de raconter plein de choses et c'était con, parce que du coup, c'était très long. Donc cette fois-ci, l'objectif, c'est d'essayer de faire les choses avec un peu plus d'efficacité. Je vous le promets que je vais y faire attention. Donc alors, comment jouer à la V3 d'Age of Sigmar, de la conception de votre armée à la défaite? C'est une petite blague, un petit clin d'œil. Voilà, vous savez que dans tous les groupes d'amis, il y en a toujours un parmi vous qui enchaîne les jets de dés ridicules et qui a pas beaucoup de chance au dé. Et ben, dans mon groupe de joueurs, dans mon club, et ben, ce gars-là, c'est moi. Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup, clairement, je n'ai pas beaucoup gagné de parties de Age of Sigmar de toute ma vie, mais dans les faits, je peux être très chanceux dans beaucoup de choses, mais au dé, lorsqu'il faut jeter des dés, je suis le pire, et toujours les résultats les plus incohérents, et toujours ceux qui, comme par hasard, ne vont pas fonctionner, qui m'intéressent pas, hein, voilà. Je vais faire des 6 quand il faut faire des jets de bravoure, et quand il faut faire des jets pour toucher ou quoi que ce soit, je vais faire des 1 en permanence. Bref. Petite note, attention, il ne s'agit pas de vous apprendre chaque règle d'Age of Sigmar, je ne vais pas vous apprendre à jouer, mais plutôt de vous transmettre les notions de jeu qui me paraissent importantes à avoir en tête dans cette 3e version d'Age of Sigmar. Voilà, de mon point de vue. Je dis pas que j'ai la science infuse, je dis, après avoir lu, relu, compulsé les règles de la V3
et du manuel du général 2021 de bataille rangée, et avoir fait des règles, enfin des parties dans mon club et en avoir fait contre moi-même, voici ce qui, pour moi, les notions à avoir en tête pour pouvoir jouer à cette V3 d'Age of Sigmar et en espérer en tirer le meilleur parti. Donc, dans cette première partie, comme je le dis, c'est un sujet que j'ai séparé en 2 parties, donc cette première vidéo, c'est la première partie, les éléments à prendre en compte à la constitution de votre liste d'armées. Cette partie va être divisée en 4 chapitres. Premier chapitre, le lore stratégique de votre armée. Second chapitre, les bataillons génériques. Puis, le choix de vos optimisations. Et enfin, le choix de votre grande stratégie. J'ai mis volontairement ces 4 chapitres dans cet ordre précis. Afin d'illustrer cette présentation, je vais constituer avec vous ma liste d'armées Disciple of Tzeentch. Pourquoi Disciple of Tzeentch ? Actuellement, il y a 3 armées pour lesquelles j'ai un intérêt particulier, qui sont Stormcast Eternal, Slave to Darkness et Disciple of Tzeentch. Ce sont également les 3 armées sur lesquelles j'ai passé le plus d'heures à lire les règles et à faire des listes d'armées au cours des années passées. Et j'ai choisi Disciple of Tzeentch volontairement parce que je considère que Slave to Darkness et Stormcast Eternal sont des armées qui sont beaucoup plus accessibles, très accessibles, qui sont des armées que je conseillerais facilement à un nouveau joueur. Ce n'est pas le cas de Disciple of Tzeentch. Je pense que du coup c'est plus intéressant de partir de faire des commentaires sur Disciple of Tzeentch dans la conception de cette liste d'armées que de le faire avec Slave to Darkness et Stormcast Eternal parce que c'est des armées qui sont de base de toute façon beaucoup plus accessibles. Voilà. Donc, le lore stratégique de votre armée. Le lore stratégique de votre armée, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les éléments, les idées qui ont dirigé dans votre tête votre coup de cœur, votre envie de créer un certain type d'armée, de vous diriger vers un certain type de stratégie dans une faction. Pourquoi vous avez voulu... qu'est-ce que vous êtes allé rechercher de particulier, de précis, quand vous êtes allé chercher des Troggoth chez les Gloomspite Guides, pourquoi quand vous avez joué dans les Uruk Warclans, vous êtes spécifiquement allé voir les Oruks sauvages, les Oruks primitifs. Je ne pourrais pas croire que c'était pour l'esthétisme, c'était de ces figurines qui sont trop vieilles, c'était forcément parce que vous avez eu quelque chose dans leur lore, dans leur histoire, qui vous a donné envie de les jouer d'une certaine manière, ou il y avait quelque chose dans leurs règles qui vous a donné envie de les exploiter d'une certaine manière. Donc voilà, c'est ce premier chapitre. Donc en ce qui concerne Disciple of Tzeentch, la première règle, ce qui m'a plu, c'était le fait de pouvoir invoquer des enfants du chaos directement au corps à corps des unités ennemies pour les bloquer. Donc en quoi ça se traduit ? Eh bien ça veut dire que je vais jouer forcément Kairos Fateweaver, je vais jouer au moins un magistère et je vais jouer la sous-faction Ostoperfide. Donc petite parenthèse très courte, j'ai inscrit les coûts en points des unités en question. Kairos Fateweaver, c'est une unité qui dans la V2 coûtait 400 points, aujourd'hui elle coûte 435 points. Le magistère, avant il en coûtait 100, aujourd'hui il coûtait 125 points. C'est quelque chose que je vais éluder immédiatement. Avec cette V3 et du coup ce nouveau manuel du général 2021, toutes les armées ont pris un coût en points qu'on peut estimer considérable. Effectivement, notamment quand on voit chez les Disciples of Tzeentch, on ne paye plus nos bataillons, mais en contrepartie, eh bien, les unités ont toutes pris en points. Moi, mes armées de Disciples of Tzeentch, elles sont passées de 2000 à environ 2500 points. Donc effectivement, elles sont plus jouables, même si on retire les coûts des bataillons précédents. Je suis d'accord, c'est très frustrant. À côté de ça, dites-vous que c'est pas votre armée qui est personnellement mise dans cette situation, c'est le cas pour tout le monde. Toutes les factions sont dans la même situation. Les unités qui ont vu leur coût en points stagner ou même être réduits sont vraiment très 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 rares. Moi en l'occurrence, chez les Disciples of Tzeentch, toutes les unités ont pris entre 15, 20, 30, 35 points, ce qui est vraiment une augmentation considérable. En général, pour les autres armées, en moyenne, l'augmentation elle est plutôt comprise entre 5, 10, 15 points. Disciples of Tzeentch, ils ont pris une sacrée claque. C'est pas grave, je pense qu'ils sont quand même tout à fait jouables, à part, il paraît qu'ils sont toujours même top méta. Après, ils sont top méta sur une liste très précise.
Et c'est pas du tout le type de liste qui personnellement m'intéresse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon conseil de base, c'est ne cherchez pas à corriger vos listes d'armées déjà existantes. Je vous dis pas de les mettre à la poubelle, je vous dis c'est pas grave, écoutez, mettez-les de côté. Mettez-les de côté, et puis vous aurez l'occasion, vous pourrez en tester de nouvelles. Repartez de zéro, reprenez vos idées, pourquoi vous vouliez jouer telle chose, quelle stratégie vous vouliez, repartez de zéro, refaites-le comme on est en train de le faire maintenant avec les Disciples of Tzeentch. Donc ensuite, ma seconde idée, c'était que je voulais jouer des mortels pour représenter le thème kabbalistique de l'armée et ses manigances pour s'infiltrer dans les sociétés de l'ordre. C'est parfait, j'ai déjà décidé que je jouais Lost Perfide. Alors juste pour conclure, sur Kairos Fateweaver et le Magister ont tous les deux sont deux unités qui ont dans leur sort de War Scroll, leur sort permet de faire popper des enfants du chaos au corps à corps, donc c'était ça qui m'intéressait. Et ensuite, Lost Perfide, pourquoi? C'est parce que le premier trait de bataille fourni par la sous-faction Host Perfide fait que les unités ennemies qui sont engagées au corps à corps avec une de mes unités Host Perfide ne peuvent pas effectuer de mouvement de repli. C'était ça mon intérêt. Ensuite, donc je vous dis, mon second point, c'est jouer des unités mortelles et représenter le thème kabbalistique de l'armée. Et c'est cool parce que le lore de Lost Perfide, c'est justement il correspond aux manigances, au cabal des humains et de Tzeentch, des adorateurs de Tzeentch qui se cachent dans les sociétés de l'ordre pour les détruire de l'intérieur. Donc ça me plaît, c'est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, de base, je vais jouer des Kherik acolytes. Les Kherik acolytes, c'est une unité, ce sont des figurines qui m'ont tapé dans l'œil dans la première boîte d'Age of Sigmar que j'ai acheté, qui était Warhammer Quest Silver Tower. Dedans, il y avait 6 Kherik acolytes. Ce sont les secondes figurines que j'ai peintes juste après avoir peint le Night Questor. Voilà, je trouvais que tout de suite, elles m'ont plu. Donc je suis très content de pouvoir les jouer et les mettre en valeur dans une armée. Donc voilà, ce sont 125 points, les 10, et je sais déjà que c'est ma première ligne. Ensuite, je veux que mon armée ait un impact sur la bravoure de l'ennemi. Tant mieux, puisqu'à la V3, il n'est plus possible de spammer les aptitudes de commandement, donc en l'occurrence, on ne peut plus spammer présence exaltante, qui est l'aptitude de commandement qui permet de immuniser une unité au test de la déroute. C'est parfait, ça me plaît, ça me convient. Vous savez, en général, j'aime bien quand on peut avoir dans notre armée des éléments qui vont avoir un impact sur la bravoure ennemie. J'apprécie qu'on puisse avoir des règles, des armées qui vont avoir un rôle à jouer à chacune des 5 phases de jeu, donc ou 6 phases, pardon, phase des héros, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de combat, phase de déroute. Et souvent, à la V2, il y avait des armées ou même les joueurs qui négligeaient complètement la phase de déroute. C'était fort dommage. Aujourd'hui, je pense que ce ne sera plus le cas. Pour illustrer ça, je suis allé chercher le sort persistant Tome of Eyes, qui est l'un des 3 sorts persistants réservés aux Disciples of Tzeentch. Les 3 sorts persistants des Disciples of Tzeentch sont super, ils ont tous des règles qui sont complètement différentes les unes des autres, et en l'occurrence, le sort Tome of Eyes est un sort persistant qui confère à celui qui l'invoque l'accès à un nouveau sort. C'est un sort qui fait un peu de dégâts, mais surtout qui va avoir un impact considérable pour imposer un malus à la bravoure de l'ennemi. C'est un malus qui est cumulable et qui en plus perdure sur toute la durée de la bataille. Et donc ça, c'est très fort. Et ensuite, je suis allé chercher une unité alliée issue des Slave to Darkness, qui est le Mind Stealer Sphyranx, qui est un monstre qui à l'origine valait 100 points, qui est l'une des rares unités qui a perdu en points, qui aujourd'hui coûte 95 points. J'ai été très étonné, très agréablement surpris, parce que je pensais que c'était une unité qui allait prendre plutôt, qui allait passer à 110 ou 120 points. Non, tant mieux, elle est à 95 points. Ce sont des figurines que je trouve très jolies, et en plus je trouve que ce sont des unités qui, d'un point de vue stratégique, en termes de gameplay, ont des rôles très très intéressants sur le champ de bataille. Donc je suis vraiment content d'avoir gagné 5 points sur cette figurine, et donc on va en jouer une, et notamment parce qu'elle a une aptitude qui fait que les unités qui sont à une certaine distance d'elle, je crois que c'est 6 ou 9 pouces, ont un -2 en bravoure, tant qu'elles sont à cette distance-là de notre Mind Stealer Sphyranx. Ensuite, je veux faire passer l'armée pour un vol de corbeau dans un cimetière. Donc voilà, ça va être l'influence de l'esthétique sur mes choix d'unités. En général, j'aime beaucoup
utiliser, en fait, systématiquement, quand je joue une armée, je la fais sortir de son schéma classique de couleurs pour la faire correspondre à quelque chose d'un peu différent. En l'occurrence, mes Slave to Darkness sont une armée quasiment full cavalerie de chevaliers que j'essaye de rendre le plus noble possible, malgré les têtes de mort et les cornes. Mes Stormcast Eternal, je les ai tous transformés en corsaires. Alors, c'est pas des pirates, hein, ce sont vraiment des marins avec du cuir et des cuirasses qui ne recouvrent plus la totalité de leur corps. Pardon, je bafouille. Et en l'occurrence, en ce qui concerne mon armée de Disciples of Tzench, j'ai envie d'avoir une espèce d'armée de Tzench complètement, par exemple, qui pourrait être influencée par l'ambiance de Shaiish, donc le royaume de la mort. Et en l'occurrence, j'ai envie que si j'invoque des horreurs, eh ben, ils ressemblent à des fantômes. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais jouer des Tzaangor, donc ce seront de base ma deuxième unité de ligne, et je vais jouer au moins un Tzaangor Shaman, pour pouvoir, tout simplement ce qui correspond à l'esthétique, des hommes bêtes avec des têtes d'oiseaux, de corbeaux, de rapaces, et même si les corbeaux sont pas des rapaces, peu importe. Peut-être ils le sont, bref, j'en sais rien, je connais pas assez. Et donc les Tzaangor, etc., pardon. Et aussi parce que le Tzaangor Shaman a son sort de War Scroll de base la possibilité de renforcer mon unité de Tzaangor. Donc voilà, la synergie correspondra très très bien. Ensuite, j'ai ajouté remplacer les Guerric par la Corvus Cabal, et j'ai mis une petite astérisque pour dire attention, l'usage de proxy peut être refusé car pouvant créer des confusions. Et c'est absolument vrai, et surtout dans ce cas-là, et c'est quelque chose que je voulais rappeler. En l'occurrence, la Corvus Cabal est une armée une unité qui est issue des Slave to Darkness. Les Slave to Darkness sont une armée qui est alliée des Disciples of Tzench. Donc là, clairement, il peut y avoir confusion si je me mets à jouer des unités qui viennent d'une faction alliée pour ce qu'elles ne sont pas, donc pour une autre unité issue des Disciples of Tzench. Donc en fait, en vérité, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une unité de Corvus Cabal et je vais prendre quelques figurines issues de l'unité pour les placer dans les rôles précis des Guerric Acolytes, notamment par exemple pour remplacer le champion. Voilà, les Corvus Cabal sont des unités qui sont très charismatiques, mais qui malheureusement actuellement n'ont pas des règles très intéressantes. Donc ensuite, voyons l'un des éléments et peut-être le chapitre le plus important de cette vidéo, qui est le chapitre sur les bataillons génériques. C'est que voilà, la V3 d'Age of Sigmar a fait sauter les bataillons issus de chacun des Battle Tomes de nos factions, pour les remplacer par d'abord les 6 bataillons que vous voyez sur le centre gauche de votre écran. Et la saison actuelle, donc la saison 2021 consacrée à Ghur, et au royaume mortel de Ghur, et donc qui met en valeur les monstres et les behemoths, nous apporte 2 bataillons supplémentaires, qui sont donc ceux de droite que j'ai recopiés. On va commencer par se concentrer sur nos 6 bataillons génériques, donc qui sont sur le centre et à gauche de votre écran. Sur ces 6 bataillons, je vais d'abord commencer par cibler les 2 bataillons qui sont pour moi les 2 bataillons les moins intéressants de cette liste. Les 2 bataillons qui sont les moins intéressants de cette liste sont pour moi Régiment de bataille et Garde rapprochée. Régiment de bataille, je vais nuancer ce propos, il n'est pas nul, il est juste, par rapport aux 4 autres, il est moins intéressant de mon point de vue. Tout simplement parce que si dans la V1 et dans la V2, il pouvait être extrêmement déterminant d'avoir une armée qui se joue en une seule pause. En l'occurrence, l'aptitude de bataillon qui est conférée par régiment de bataille, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle un déploiement simultané des troupes qui constituent ce bataillon. Aujourd'hui, dans la V3, c'est quelque chose qui est beaucoup moins déterminant en termes de stratégie, de réussite, de pouvoir... de pouvoir commencer, de pouvoir déterminer qui va commencer la partie, puisque aujourd'hui, les règles de la V3 sont faites pour équilibrer beaucoup plus
notamment au niveau de la distribution des points de commandement, voilà, qui commence, qui passe en deuxième, etc., etc. Sachant aussi que j'ai personnellement une petite rancœur sur les bataillons, et notamment à cause de Disciple of Tench, puisque chez Disciple of Tench, les bataillons Alors j'ai une rancœur pas pour les bataillons génériques, mais j'ai une rancœur pour les bataillons précis de Disciple of Tench, et pour les bataillons qui concernaient les unités mortelles, puisque c'était des bataillons qui étaient très chers, et qui étaient extrêmement... contraignant au niveau du coup des contraintes d'unité qu'il fallait rassembler pour les constituer. Et en fait, ces bataillons forçaient véritablement au final en fait à tourner nos armées dans une direction précise qui n'était pas systématique, pas du tout, même souvent la direction dans laquelle on voulait faire tourner notre armée. Et en fait, j'ai vraiment pris du plaisir à constituer des armées de Disciple of Tench mortel à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'introduire des bataillons dans mes armées, et à partir du moment où j'ai arrêté de me dire tant pis, je vais plus avoir une armée qui va se faire en 3 pauses ou 2 pauses, tant pis, ça j'abandonne, tant pis, mon armée elle se fera en 9, 10 pauses, je m'en fous, j'assume. Et à partir du moment où en fait, j'avais lâché ce concept-là, et de à tout prix correspondre à un certain type d'une quantité de pauses, où en fait du coup je savais que j'allais me mettre en porte-à-faux avec l'armée de mon adversaire qui allait elle-même être conçue pour se faire en 3 pauses ou 2 pauses, ou comme je savais que j'allais pas forcément en plus pouvoir gagner ce premier affrontement qui était un affrontement qui se faisait à la conception de la liste d'armées, un truc qui était du coup désagréable, stressant, à partir du moment où j'avais abandonné ça, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à constituer mes listes d'armées. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement de la V3, du peu que j'ai vu, poser son armée en 1 ou 2 pauses et prendre la priorité à ce niveau-là est beaucoup moins déterminant que ça ne l'a été au cours de la V2. Donc c'est pour ça que pour moi, le régiment de bataille est clairement le 5e bataillon le moins intéressant. Mais la palme du bataillon qui est pas intéressant du tout, en l'occurrence, là, qui est même, j'ai envie de dire presque... Enfin, en fait, c'est pas qu'il est presque, c'est qu'il est absolument. Je suis désolé, je pèse mes mots. Il est nul à chier. C'est le bataillon de la garde rapprochée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, il vient se poser en concurrence directe avec le meilleur bataillon des 6, qui est Seigneur de guerre. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que Seigneur de guerre. Seigneur de guerre, c'est un bataillon qui vous demande, comme pour pouvoir fonctionner, d'avoir un leader de base, d'avoir en plus 2 leaders qui ont une caractéristique de blessure inférieure à 10, et une troupe. Voilà. Et ce bataillon Seigneur de guerre vous apporte 2 aptitudes de bataillon. La première, c'est stratège. Stratège vous permettra au début d'un tour de dire je vais bénéficier de l'aptitude stratège de mon bataillon, Seigneur de guerre, et du coup je vais bénéficier d'un extra point de commandement pour ce tour-là, que je devrais dépenser à ce tour-là. Puis le second bonus, la seconde aptitude de bataillon que confère Seigneur de guerre, c'est l'aptitude qui s'appelle Magnifique, qui est clairement, je pense, l'un des meilleurs bonus qui pouvait être fait et apporté par l'un des bataillons. Magnifique vous permet de choisir une optimisation supplémentaire à la conception de votre liste d'armées, et nous verrons aux pages suivantes, je crois que c'est la page juste après, ou celle encore après, à quel point les optimisations sont intéressantes. C'est quelque chose qui est déterminant dans votre conception de liste d'armée, c'est très très fort. Donc voilà. Alors pourquoi du coup je n'aime pas garde rapprochée ? Parce qu'en fait garde rapprochée, pour un héros, un leader de base et 2 leaders qui doivent avoir une stat d'armure, une stat de blessure inférieure à 10, nous permet de faire le choix entre les 2 bonus, soit magnifique, soit stratège. Donc qu'est-ce qui va pas ? Tout simplement parce que en fait, la restriction de garde rapprochée est mal conçue, elle est absolument mal posée. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais un jour, bien sûr, vous allez faire votre liste d'armée, et bien sûr, la première bataillon que vous allez chercher à faire, c'est Seigneur de guerre, parce que il est très bien, hein, à part si vous êtes un peu foufou sur sur quoi vous voulez vous diriger, vous allez systématiquement avoir au moins Seigneur de guerre dans votre comme bataillon. Et
Après, si vous dites « Ah ouais, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir à nouveau des bonus, etc. etc. » Et bien, sachant que vous n'êtes pas limité sur la quantité de bataillons que vous pouvez faire, eh bien, en fait, si vous pouvez faire garde rapprochée, eh bien, ne faites pas garde rapprochée. Faites un second bataillon seigneur de guerre, puisque vous n'êtes pas limité en quantité de bataillons. Ou sinon, je me suis trompé. Mais normalement, je n'ai vu aucune restriction dans les règles qui vous interdit d'avoir plusieurs fois les mêmes bataillons. Donc, dans l'état actuel, je suis sûr et certain, vous n'êtes pas limité sur vous pouvez avoir plusieurs fois le même bataillon. Si vous pouvez faire garde rapprochée, vous avez forcément une troupe qui se bat quelque part que vous pouvez utiliser pour compléter une seconde fois seigneur de guerre. Pour que garde rapprochée soit valable, il aurait fallu que les unités qui le constituent soient un leader, un second leader dont la stade de blessure est inférieure à 10, la possibilité d'en mettre 2 ou 3, mais au moins 1, et pas 2, du coup, et une troupe, et éventuellement 2 ou 3 troupes. Mais le fait que ce soit aujourd'hui 2 troupes, 2 leaders, avec une stade de blessure inférieure à 10, donc en fait le fait qu'il faille mettre 3 leaders dans ce bataillon, et comme il y en a déjà 3 qui sont dans seigneur de guerre, et on est dans un format de 2000 points de base, pour le format compétitif, etc., eh bien, vous avez, c'est bon, occupé vos 6 leaders. Et c'est complètement con. Du coup, si vous avez vos 6 leaders, eh ben, autant faire 2 seigneurs de guerre, et pas seigneur de guerre et garde rapprochée. Voilà. Sachant que en plus, en général, dans une armée à 2000 points, vous allez faire seigneur de guerre, et plutôt chercher à faire à côté un autre bataillon du type avant-garde, ou briseur de ligne, ou grande batterie. Du coup, garde rapprochée ne rentrera jamais dans aucune de vos listes, dans ces conditions-là, absolument jamais, alors que si sa restriction ça avait été d'avoir 2 héros et pas 3, vous auriez pu faire seigneur de guerre, imaginons avant-garde ou grande batterie, et compléter avec un 3e bataillon de garde rapprochée. Donc voilà, garde rapprochée, c'est clairement le bataillon le plus inutile de tous. Seigneur de guerre, vous m'avez compris, c'est le meilleur de tous, et vous pourrez aisément aller faire avant-garde pour bénéficier des aptitudes de commandement qui vous apportent. Briseur de ligne vous force à aligner des behemoths, donc pas toutes les armées peuvent se permettre d'aligner ou veulent ou fonctionnent bien avec au moins 2 behemoths, si ce n'est 3, qui ne seront pas des héros. Donc voilà. Ensuite, grande batterie, je trouve que c'est un très très bon bataillon, notamment parce qu'il vous permet de mettre en valeur spécifiquement de l'artillerie, et sans doute que ça vous donnera envie de jouer de l'artillerie dans des armées qui avaient de l'artillerie à votre disposition, mais que vous n'aviez pas avant envie de jouer. Je pense que grande batterie vous permet de le faire, notamment parce qu'en fait, son aptitude de bataillon qui s'appelle tueur, vous permet d'utiliser attaque en règle ou déchaîner les enfers, donc sans que l'ordre soit donné, donc c'est-à-dire sans avoir un héros systématiquement proche ou d'avoir un champion proche, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'en général, l'artillerie n'a pas de champion, et sans avoir à dépenser de points de commandement. Donc ça, je trouve que c'est très efficace, et non seulement donc, déchaîner les enfers, ça vous permet, je vous le rappelle, on verra dans la prochaine vidéo, donc de déclencher un tir en réaction à une charge, même si la charge n'est pas spécialement dirigée contre l'artillerie d'ailleurs, et attaque en règle, et l'aptitude qui permet d'obtenir un bonus pour tirer, d'avoir un +1 sur la capacité de tir. Donc, voilà, c'est une très bonne, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, briseur de ligne est également quelque chose qui met en valeur les behemoths. C'est très très fort aussi, notamment parce que ça vous permettra d'utiliser donc à la fois attaque en règle, mais également d'utiliser défense en règle. Et défense en règle vous permettra d'ajouter un +1 d'armure à vos behemoths, et je pense que vous ne cracherez pas dessus. Mais du coup, allons voir les 2 bataillons qui sont apportés par cette saison spécifique qui met en valeur le royaume mortel de Gur, donc le royaume de la bête, et donc qui est supposé mettre en valeur les monstres et les behemoths. Voyons donc le premier bataillon qui s'appelle Meute de Bêtes Alpha, qui demande d'avoir au minimum 2 behemoths, jusqu'à 3, et vous n'avez pas besoin de mettre de leader. L'aptitude apportée s'appelle Pister à l'odeur.
Après le placement des armées, mais avant le début du premier round de bataille, vous pouvez faire un mouvement normal de jusqu'à des 6 pouces avec chaque unité de ce bataillon. Donc, pour moi, c'est un bataillon qui ne fonctionne pas. C'est un bataillon qui ne fonctionne pas pour une raison toute simple, c'est tout simplement à cause de la versatilité, de l'aspect aléatoire de ce fameux D6 pouces. Si ça avait été 6 pouces stable, oui, j'aurais considéré l'usage de ce bataillon, et j'aurais même pu le trouver intéressant parce qu'il aurait apporté des options stratégiques particulières qui ne sont pas en général celles que j'aime jouer, mais qui sont tout à fait valables, et même tout à fait intéressantes dans les faits d'un point de vue stratégique sur la table, sur le champ de bataille. Mais cet aspect de D6, cet aspect aléatoire, rend ce bataillon complètement inopérant. Il n'est pas viable parce que c'est trop con. Si vous pouvez mettre 2 à 3 behemoths dans un bataillon, allez ajouter en plus un leader pour aller chercher le bataillon briseur de ligne qui est sur votre gauche, parce que ses effets, son aptitude de bataillon est beaucoup plus intéressante, là ça ne fait aucun doute. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais Meute de Bête Alpha n'est absolument pas un bataillon intéressant. Voilà. Le second bataillon à porter, c'est Chasseur des Contrées, qui vous demande de mettre au minimum 2 troupes, et vous pouvez en mettre jusqu'à 3, pas besoin de leader. L'aptitude de bataillon à porter s'appelle Outsiders Experts. Je le prononce avec l'accent anglais parce qu'ils n'ont pas été foutus de le traduire. Les unités de ce bataillon ne peuvent pas être choisies quand votre adversaire effectue une fureur monstrueuse. C'est fort parce que c'est systématique. C'est pas une fois, c'est systématique. Les unités de ce bataillon ne peuvent jamais être ciblées par une fureur monstrueuse. Elles ne sont pas affectées par les fureurs monstrueuses. Qu'est-ce que c'est que les fureurs monstrueuses? C'est donc, vous pouvez les voir, c'est expliqué page 82 du manuel du général. D'ailleurs, je vais très rapidement me balader. Donc, voilà, les fureurs monstrueuses, donc là nous sommes page 82 du manuel du général. Les fureurs monstrueuses, actuellement il y en a 4 qui sont à votre disposition. Ce sont des événements précis qui apportent des bonus aux unités qui ont le mot-clé monstre et qui leur permettent d'intervenir, d'apporter d'avoir des actions spéciales. Ce sont des actions qui se déclenchent à la fin de la phase de charge, que les monstres en question aient chargé ou non. Ce ne sont pas des règles qui dépendent de la version de la saison actuelle de Gur. Ce sont des règles qui sont implémentées dans la V3 qui appartiennent à tous les monstres. Voilà. Donc c'est quelque chose, pouvoir immuniser 2 à 3 troupes de cet effet-là peut être tout à fait intéressant et leur apporter notamment une certaine quantité de survivabilité, mine de rien. Voilà, donc ce bataillon-là, il est intéressant. Il est intéressant et pour le coup, il correspond bien à notre saison actuelle qui met en valeur les monstres. Donc, maintenant qu'on a vu les bataillons, retournons à notre liste d'armées. Je vais sélectionner, bien entendu, le bataillon Seigneur de Guerre, et parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur bataillon, il apporte, de mon point de vue, les meilleures aptitudes de bataillon. Donc, Seigneur de Guerre, bien entendu, je vais mettre dedans Kairos Fateweaver, et j'ai indiqué que c'était un behemoth. Bon, j'ai indiqué que c'était un démon, mais ça c'est plus pour moi, mais j'ai surtout indiqué que c'était un behemoth et qu'il était unique. J'ai ajouté également dedans mon magistère. J'ai indiqué qu'il c'était un mortel arcaniste, mais ça c'est plutôt pour ses règles perso, c'est pour moi. Et j'ai indiqué qu'il me manquait un héros, voilà. J'ai ajouté du coup la troupe, j'ai mis 10 Kéric acolytes, et j'ai indiqué que, donc j'ai été par 10, donc c'est le nombre de base de l'unité, et j'ai indiqué que c'était des lignes. C'est une troupe de base donc. Et j'ai pris mon second bataillon qui sera l'avant-garde. J'ai mis dedans mon leader, qui sera donc mon Tsangor Shaman. J'ai mis mes troupes, donc mon unité de Tsangor, que j'ai immédiatement fait ajouter, auquel j'ai immédiatement mis 2 renforts. Les Tsangor, tout comme les Kéric sont des troupes de ligne. Je peux donc leur faire 2 renforts au lieu de 1. Donc je suis passé d'une unité de 10 à 20, 30. Les Tsangor coûtant de base 195 points. 30 Tsangor coûtent 585 points. Et j'ai ajouté également mon Mindstealer Sphinx en rappelant que c'est donc une unité alliée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me reste à prendre en compte mon Tome of Eyes, qui est donc un sort persistant.
Il me reste à prendre en compte que j'ai besoin d'un autre leader pour compléter le bataillon seigneur de guerre, et que j'ai besoin d'une troisième troupe de ligne pour compléter le format d'armée à 2000 points. Ceci étant dit, il me reste 420 points à exploiter pour une armée à 2000 points. Donc maintenant, voyons le choix de nos optimisations, donc en fait ce qui va définir la stratégie de gameplay théorique de notre armée. Comme je vous l'ai dit lors de la page où on a vu les bataillons, les optimisations sont hyper importantes dans cette V3. C'est quelque chose de très très fort. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, comme je le dis, que Seigneur de guerre qui nous permet de sélectionner une nouvelle une optimisation supplémentaire est très intéressant. Donc je vais commencer par vous lire les règles. Optimisation. Chaque ensemble d'attitudes d'allégeance inclut les optimisations qui sont données à des unités spécifiques. Les optimisations se divisent en traits de commandement, en artefacts de pouvoir, domaines de sort, bréviaires de prière, traits de monture, triomphe et d'autres ensembles d'optimisation uniques. Les optimisations sont choisies après les bataillons de votre armée. Vous pouvez toujours prendre une optimisation de chaque type pour votre armée, et les bataillons ou le pack de bataille que vous utilisez peuvent vous permettre de choisir des optimisations supplémentaires pour votre armée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, on a 3 leaders de type sorcier. Ils connaissent de base le sort de leur War Scroll, ils connaissent les 2 sorts génériques très magiques et bouclier mystique, et ils ont de base accès à l'optimisation domaine de sort, qui permet à chacun d'aller chercher un sort en plus dans les domaines de sort auxquels ils ont accès chez les Disciples of Tzeentch. Je me permets de vous interpeller sur la petite règle grise qui est au centre de votre écran. Choisir une optimisation de domaine de sort permet à chaque sorcier de l'armée de connaître un sort d'un domaine de sort. C'est la même règle pour les prêtres. Choisir une optimisation de domaine de bréviaire, de bréviaire de prière, permet à chaque prêtre de l'armée de connaître une prière d'un domaine, d'un bréviaire de prière. C'est très important parce que, justement, pendant un temps, on s'est demandé ce qu'il en était à ce niveau-là, au niveau des prêtres, des prêtres et des sorciers dans cette V3. Ne vous inquiétez pas, en fait, dans les faits, ça n'a pas changé par rapport au fonctionnement de la V2. Vous pouvez toujours aller de base chercher un sort, une prière, dans le domaine de magie ou de domaine de prière de votre faction. Les restrictions d'optimisation. On ne peut pas donner d'optimisation aux unités uniques, ni aux unités alliées, sauf mention contraire. De plus, les artefacts de pouvoir et les traits de commandement qui affectent les attaques des figurines amies n'affectent pas les attaques de leur monture, sauf mention contraire. Donc, nous, des unités uniques, pour l'instant, on en a une, c'est Kairos Fateweaver, qui est un duc du changement, enfin un Lord of Change nommé. Dans la mesure où la sous-faction Hoste Perfide impose le trait de commandement Volonté du Seigneur Fantôme et l'artefact de pouvoir Marque du Démon Divisé à notre premier héros et donc notre général. Le trait de commandement, c'est un bonus qui est imposé à notre général, et les sous-factions imposent que l'artefact fourni par la sous-faction soit donné au premier héros, au premier leader de votre armée, et le premier leader de votre armée, c'est votre général. Donc, en l'occurrence, Kairos Fateweaver ne peut pas être le général car il est unique, il ne peut pas recevoir de trait de commandement, il ne peut pas recevoir d'artefacts de pouvoir. Mais, vous avez vu, on ne peut pas donner d'optimisation aux unités uniques. Ça veut dire que, au moment où ils ont écrit ça, chez Games, ils ont oublié de se dire qu'est-ce qui se passe pour tous les héros qui sont des sorciers ou des prêtres et qui sont nommés et qui du coup n'ont plus ou n'ont pas accès à cause de cette ligne au domaine de sort, au domaine de prière de leur faction. Imaginez que Nagash n'ait pas accès au domaine de prière, au domaine de sort de la mort des Battletome. Ça paraît complètement abusé alors que c'est le dieu de la mort. Et imaginez que Kairos Fateweaver, le duc du changement le plus fort des ducs du changement de Tzeentch, n'ait pas accès au domaine de magie de Tzeentch. Ça paraît abusé. Du coup, eh bien, c'est l'un des éléments hyper importants qui a provoqué la création systématique d'une FAQ pour systématiquement toutes les factions
d'Age of Sigmar, tout simplement, les FAQ qui ont été publiés le 2 juillet 2021, et notamment qui ont corrigé ça en disant que les domaines de sort et de prière sont ouverts aux unités uniques. Donc ne vous inquiétez pas, vos unités uniques, Kairos Waithaver, Nagash, Archaon, etc., ont bien accès aux domaines de sort, aux domaines de prière de leur Battle Tome, de leur bouquin. Donc, sachant que je vais très certainement ajouter un 4e sorcier dans l'armée. Est-ce que je préfère que tous mes sorciers connaissent 2 sorts de leur domaine, donc en fait utiliser mon optimisation provenant de l'aptitude de bataillon magnifique grâce au bataillon Seigneur de Guerre, est-ce que j'utilise cette optimisation pour sélectionner une nouvelle fois domaine de sort, parce que domaine de sort je l'ai déjà une fois, c'est marqué, vous pouvez toujours prendre une optimisation de chaque type pour votre armée. Donc, de base, on a domaine de sort. D'accord, très bien. Traits de commandement et artefacts de pouvoir de base me sont imposés par ma sous-faction. Si je veux... J'ai pas de trait de monture, je bénéficie pas de trait de monture parce que j'ai pas de monture, et j'ai pas de triomphe, parce que le triomphe, ça dépend du fait d'avoir une armée qui soit incomplète. Donc pour l'instant, je vais essayer de compléter mon armée, je sais pas encore si je vais avoir bénéficié du triomphe ou pas. Donc... est-ce que, a priori, le trait de commandement, il est unique, on ne peut pas en avoir plusieurs dans l'armée, parce qu'il y en a, c'est un par général, on n'a qu'un seul général, voilà. Est-ce que je préfère aller chercher un autre artefact, ou est-ce que je préfère prendre une seconde fois domaine de sort, pour permettre à mes sorciers d'aller chercher un 2e sort dans les domaines de magie, voilà, sachant que je sais, a priori, si je vais prendre l'artefact, j'irai prendre, a priori, le volume obscur, qui est un artefact de pouvoir générique, qui est donc disponible à tout le monde, qui est dans le livre de base, de règles, et qui permet du coup à un sorcier à qui je vais donner cet artefact de pouvoir lancer 2 sorts à chaque tour au lieu de 1. Enfin, de pouvoir lancer un sort supplémentaire. Donc, allons à la page suivante. Cette page, la question c'est comment mettre en valeur les atouts de ma faction. Maintenant que j'ai réfléchi à ce que je voulais de jouer parce que c'est ce qui me plaisait, maintenant que j'ai réfléchi comment j'allais, a priori, quels étaient les bataillons qui allaient fonctionner pour mon armée, et bien quand même, ma question c'est par rapport à ma faction, et bien que je m'intéresse un petit peu à ce qui va mettre, comment je peux exploiter ma faction pour, entre guillemets, pour tirer le meilleur parti quoi, de mon armée. Donc, rappel, chez les disciples of Change, chaque sort lancé et non dissipé me donne un point d'invocation. Donc, sachant que atteindre 20 points d'invocation me permet d'invoquer 10 horreurs roses. Donc l'objectif, ce serait d'atteindre ces 20 points d'invocation entre le round 2 et 3. Voilà, puisque pour l'instant, j'ai 2 troupes, une de 30 Tsangor et une de 10 Kirkakolites. C'est vraiment très très peu, ça ne me permettra certainement pas d'occuper du terrain pour prendre des objectifs, etc. Les Tsangor, ils sont très forts, ils cognent très très fort, c'est vraiment une troupe d'impact. Par contre, ils peuvent également être assez fragiles, ce qui est tout l'inverse des horreurs roses. Les horreurs roses, elles cognent pas très très fort, par contre elles saturent pas mal, mais surtout c'est vraiment un sac à PV monstrueux. 10 horreurs roses, c'est un total de 50 blessures, donc c'est vraiment le type d'unité qui permet de tenir des objectifs, de tenir des zones stratégiques sur la table. Donc si j'arrive à invoquer 10 horreurs roses entre le tour 2 et 3, ça peut être déterminant pour ma capacité à gagner une partie. Actuellement, on lance potentiellement 6 sorts par round avec ce qu'on a comme unité. Kairos Waithaver lance 3 sorts, le Magister lance 1 sort, le Tsagor Shaman lance 1 sort, et mes 10 Kirkakolites lancent 1 sort tant que j'ai au moins 9 figurines dans l'unité. Pour faire les choses bien, il faudrait donc monter à 10 sorts par round, sachant que j'ai 420 points à utiliser. Tiens, j'ai fait une faute, j'ai oublié de mettre un S à point. On complète notre 3ème ligne en prenant celle qui est la moins chère disponible dans le Battle Tome, c'est-à-dire à nouveau 10 Kirkakolites, donc 125 points. On passe à ce moment-là à 7 sorts par round, tant que j'ai également 10 Kirkakolites dans cette seconde unité, et j'ai mes 3 lignes. Les Kirkakolites, même si sur leur War Scroll ils ont le même sort, ils peuvent lancer le même sort, c'est spécifié, ce sont des unités qui s'apportent un bonus à elles-mêmes avec leur sort. Sachant
que on n'a aucune fiabilisation pour lancer les sorts, à l'exception de nos dés de destin, actuellement dans notre armée. On va chercher le meilleur et le moins cher des fiabilisateurs chez les Disciples of Tzeentch, et c'est le démon unique, le leader Blue Scribe. Le héros Blue Scribe, il coûte 135 points. C'est un héros qui permet de lancer un sort en plus, donc on passe à 8 sorts par round. En ayant dépensé 125 points et 135 points sur mes 420 points de base qui me restaient, il me reste 160 points à utiliser. Comme le hasard fait bien les choses, 160 points, c'est pile ce qu'il faut pour un deuxième Tzaangor Shaman. Si on avait 170 points, on serait très certainement allé chercher le démon unique Changelin, qui peut lancer 2 sorts, et qui infligerait un -1 à la touche à une unité adverse qui se trouve à 9 pouces de lui. Et clairement, si j'avais eu 170 points, je serais allé chercher ce personnage-là. Mais je les ai pas, j'ai que 160 points. Mais un deuxième Tzaangor Shaman nous assure de pouvoir ajouter des Tzaangor à notre unité d'impact tout au long de la partie, notamment si le premier Tzaangor qui sera notre général se fait focus rapidement. En V2, on prenait plutôt un Fatemeister pour être notre général. Il est plus tanky et il avait une habitude de commandement qui permettait de booster nos Tzaangor. Malheureusement pour lui, l'aptitude de commandement générique, attaque en règle, est plus intéressante que celle qui est sur le War Scroll du Fatemeister, donc sa présence n'est plus requise. On a donc, et sachant que le Fatemeister n'est pas un sorcier. Donc actuellement on a 9 sorts par round. Est-ce qu'on s'en contente? Et du coup on va chercher une autre amélioration de Magnifique, qui s'appelle Magnifique, donc conférée par Seigneur de Guerre, pour avoir plus de sorts disponibles. A priori, on n'a pas besoin d'autant de versatilité, car j'attends de chacun de mes sorciers qu'ils lancent des sorts très précis à chaque round, et ces sorts, en fait, ils les ont déjà. Je vais donc donner au deuxième Tzaangor Shaman l'artefact de pouvoir générique, Volume Obscur, pour pouvoir passer à 10 sorts par round. Concrètement, notre stratégie consiste en quoi? Sur la page précédente, vous avez dû penser que je voulais à tout prix atteindre le score de 10 sorts par round. Peu importe le reste. Ici, on va voir le rôle très précis que j'attends de chacun de ces sorts. On va lister tous les sorts à notre disposition, ceux des War Scrolls et ceux que je choisis dans les domaines de sorts des Disciples of Tzeentch. Donc, Kairos Fateweaver, il a le don du changement qui est donc issu de son War Scroll, donc de sa fiche personnelle. Je lui sélectionne dans le domaine du changement, donc le domaine de sort réservé aux démons de Tzeentch, je lui sélectionne Traîtrise de Tzeentch. Le Blue Scribe, son sort personnel, c'est le bienfait de Tzeentch, et je vais aller lui chercher le sort le plus fort et le plus difficile à lancer, issu du domaine des démons, qui s'appelle Fournaise de Tzeentch. Le Magistère, son sort personnel, c'est Éclair du changement, et je vais aller lui chercher, dans le domaine du destin, qui est donc le domaine réservé aux mortels de Tzeentch, le Lien perfide. Le Tzaangor, qui est mon général, que j'ai juste sobrement appelé Tzaangor général, son sort personnel, c'est le don de mutation, et je suis allé lui chercher le sort le plus intéressant du domaine du destin, donc du domaine des mortels, qui est Suggestion occulte. Et le second héros Tzaangor à qui j'ai donné un objet magique pour lancer un sort supplémentaire, que j'ai donc sobrement appelé Tzaangor level 2, il a bien sûr le don de mutation, qui est son sort personnel, tout comme le Tzaangor général, et je lui ai donné le sort Bouclier du destin, qui est donc un sort de défense issu du domaine du destin pour les mortels. On n'oublie pas que j'ai mon sort persistant Tome of Eyes, et qui apporte le sort Malédiction des parchemins au sorcier qui aura réussi à invoquer le sort persistant Tome of Eyes. Voici tout ce qui doit être fait à la phase des héros pour ces héros. Donc en quoi consiste ma stratégie? Sachant que je me base sur l'aptitude magie de Kairos Fateweaver, qui lui permet de lancer les sorts des War Scrolls de ses copains qui sont entièrement à 18 pouces de lui. Sachant que Kairos Fateweaver, c'est un behemoth, il est sur un très gros socle, donc 18 pouces, c'est vraiment très très large autour de lui, je ferai assez facilement tenir quasiment tous mes héros dans ce rayon de 18 pouces autour de lui. Donc pour commencer, Kairos va lancer Bienfait de Tzeentch, qui est le sort personnel du Blue Scribe, qui se lance sur du 4+, et qui est, à part si je fais en fait un fiasco, donc un double 1, Kairos pourra le lancer, il le lancera automatiquement en fait.
parce que Kairos peut, enfin voilà, ce sont ses aptitudes, ce sont ses règles, il lance très facilement des sorts. Donc je vais commencer par lancer Bienfait de Tsench. Bienfait de Tsench, c'est un sort de soutien qui permet à tous les héros qui sont autour, à portée du sort, de pouvoir relancer leur tentative de lancement de sort. Donc Kairos va lancer ça, ce sera très fort. Ensuite, la seconde chose que va faire Kairos, c'est qu'il va lancer son propre sort, donc du changement. Donc du changement qui est un sort qui fait pas mal de dégâts, et qui permet de faire invoquer au corps à corps de l'unité ciblée un enfant du chaos. Ensuite, Kairos va lancer le sort personnel du magistère, qui est donc Éclair du changement, qui est un sort qui fait peu de dégâts, mais qui, à partir du moment où il fait au moins un mort, permettra d'invoquer un second enfant du chaos. Ensuite, le Blue Scribe, comme le Kairos Whatever a lancé son propre sort, enfin son sort personnel, le Blue Scribe va lancer Fournaise de Tsench. Comme je vous ai dit, Fournaise de Tsench, c'est le sort le plus fort et le plus difficile à lancer de Disciple of Tsench. Normalement, il se lance sur du 9+. Fort heureusement, le Blue Scribe, il a une aptitude personnelle qui s'appelle Parchemin de sorcellerie. Du coup, je vais lancer un D6 et sur du 2+, donc à part si je fais un 1, sur du 2+, Fournaise de Tsench sera lancé automatiquement et il ne pourra pas être dissipé. Donc je vais lancer automatiquement le sort, enfin quasiment automatiquement, le sort le plus fort du domaine de Disciple of Tsench, et en plus il ne pourra pas le dissiper. Ensuite, mon magistère, comme son sort personnel il a été lancé par Kairos Whatever, mon magistère, son rôle, ça va être de lancer et de gérer le sort persistant Tome of Eyes au round 1 et au round suivant, de pouvoir lancer la malédiction des parchemins pour pouvoir cibler des unités précises que je suis en train d'affronter pour leur réduire définitivement leur score de bravoure. Si jamais il y a besoin à un moment donné, je pourrais utiliser le sort que j'ai cherché pour le magistère qui s'appelle Lien Perfide, qui permet de faire détourner des dégâts. Ensuite, j'ai mes Tsangor. Mon Tsangor général, il lancera Suggestion Occulte. Suggestion Occulte, c'est donc, comme je l'ai dit, le meilleur sort du domaine de Tsench. Je l'ai donné à mon général parce que, en fait, je sais que mon adversaire va forcément à un moment donné vouloir cibler mes deux chamans Tsangor, puisque ce sont mes deux chamans qui vont booster et continuer à faire popper des Tsangor dans ma grosse unité d'impact de Tsangor d'élite. Du coup, je sais qu'à un moment donné, il va se questionner, est-ce qu'il tombe mon général, qui va avoir un sort intéressant, qui sera donc Suggestion Occulte, ou est-ce qu'il va chercher à tuer le Tsangor qui permet de lancer 2 sorts par tour. Je sais que ça va être un choix cornélien pour lui, donc j'ai fait exprès de mettre le sort intéressant sur le Tsangor qui pouvait lancer qu'un seul sort à la fois, et pas sur le Tsangor level 2, parce que sinon je me suis dit c'est trop facile. Si je mets Suggestion Occulte sur le sort Tsangor level 2, c'est lui qui va se faire focus direct. Donc voilà, mon Tsangor level 2 va lancer le don de mutation, qui va donc me permettre de faire popper des Tsangor pour mon unité d'impact, et il va lancer le bouclier du destin, qui va permettre de mettre le bouclier du destin sur les Tsangor pour leur apporter de la sauvegarde, puisque, comme je vous ai dit, j'en ai fait une unité d'impact, je les ai équipés en 2 armes de base, et pas avec des boucliers, pour m'assurer qu'ils cognent vraiment fort. Ensuite, mes 2 unités de Kherik Acolyte lanceront chacun leur propre sort qui s'appelle Sorcellerie Collégiale, et ainsi j'atteins mes 10 sorts lancés. La stratégie est donc de s'assurer de l'apparition de 2 enfants du chaos pour bloquer 2 unités adverses, car l'Host Perfide empêche les mouvements de repli. Le Blue Scribe lance quasiment automatiquement le sort le plus puissant des Disciples of Tsench et il ne sera pas dissipable. Le magistère s'occupe de lancer la malédiction des parchemins en utilisant les dés de destin si nécessaire, qui va me permettre ainsi d'imposer un malus important aux bravoures adverses, et ce de manière cumulable. Ensuite vient le dernier élément important lors de la décision de la conception de votre liste d'armées. C'est ce qu'on appelle le choix de votre grande stratégie. Cette saison de Age of Sigmar vous met à votre disposition 8 grandes stratégies. Vous devez sélectionner ces grandes stratégies à la conception de votre liste d'armées. Imaginons vous partez en tournoi, vous devez avoir sélectionné votre grande stratégie au moment où vous allez confier votre liste d'armées aux organisateurs du tournoi. Vous ne pouvez pas changer de grande stratégie à chaque nouvelle table, à chaque nouvelle partie, en fonction de l'adversaire que vous allez affronter. Donc, première stratégie, trancher la tête. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il n'y a plus de héros de l'armée de départ de votre adversaire sur le champ de bataille. Donc,
accomplir une stratégie à la fin d'une partie, ça vous permet de gagner des points de victoire supplémentaires, tout simplement. Donc bien entendu, tranche la tête, c'est une stratégie qui est assez difficile à faire, parce que vous ne pouvez pas prévoir contre quel type d'armée vous allez tomber, donc contre quel type de héros vous allez affronter, vous ne pouvez pas prévoir à quel point ils pourront être faciles à tuer ou à sniper, ça va dépendre en fait clairement de votre liste d'armées, si vous êtes optimisé justement pour avoir une armée qui va être capable de sniper, ou pas. C'est, je pense, l'une des grandes stratégies les plus difficiles à réaliser. Vient ensuite tenir la ligne. Tenir la ligne, à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore une ou plusieurs unités de ligne de votre armée de départ sur le champ de bataille. Alors ça, c'est une grande stratégie qui est beaucoup plus aisée à faire. Il y a certaines armées, comme par exemple les Stankas Eternal, et en fonction d'une liste à une autre, vous allez pouvoir très facilement réaliser cette grande stratégie-là, parce que vous allez aligner beaucoup d'unités de ligne, en fait aligner beaucoup d'infanterie, ou il y a d'autres armées de Storm Eternal où en fait pas du tout, vous allez justement au contraire vous contenter de vos 3 lignes de base et à côté avoir beaucoup d'unités entre guillemets qu'on pourrait dire d'élite. Donc ce ne sera pas possible. Mais il y a des armées qui sont chez qui ça tournera très très bien. Par exemple, Slave to Darkness, ils ont énormément de troupes de ligne. Donc tenir la ligne, a priori, ce sera une grande stratégie qui leur convient bien. Il y a certaines listes d'armées, par exemple chez les Fire Slayer, où vous allez aussi aligner beaucoup de troupes de ligne. Pareil chez les Nurgle, je ne sais plus comment s'appelle l'armée, Magotkin of Nurgle. Donc, il y a aussi certaines listes d'armées, c'est pas systématique, mais où vous allez aussi pouvoir vous permettre d'aligner beaucoup de troupes de ligne. Donc, clairement, grande stratégie est la grande stratégie tenir la ligne, est quelque chose qui est tout à fait accessible. Vient ensuite Vendetta. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie si le général adverse a été tué et si le vôtre n'a pas été tué. Bon clairement, Vendetta, c'est une grande stratégie qui est faisable à partir du moment où vous savez que vous avez un général qui va être difficile à tuer, parce que ça va être un sac à point de vie, parce qu'il a de multiples règles de défense, etc. etc. Donc, en l'occurrence, si vous jouez du Nagash, si vous jouez du Archaon, etc., vous pouvez vous focus sur ce type de grande stratégie Vendetta. Présence dominante. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a plus d'unités de votre armée de départ sur le champ de bataille que d'unités de l'armée de départ adverse sur le champ de bataille. Donc, là ici, l'expression qu'il faut souligner et qu'il faut retenir, c'est armée de départ. Qu'est-ce que ça veut dire, armée de départ ? Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte vos unités ressuscitées et les unités invoquées. Donc, si vous êtes une armée de démons et que vous invoquez plein de démons, ils ne seront pas pris en compte. Si vous êtes une armée de morts-vivants et que vous ressuscitez plein de morts-vivants, ils ne seront pas pris en compte. Sachant que vous faites tuer une unité de squelette, vous réinvoquez une unité de squelette en vous disant et ce n'est pas la même, c'est une nouvelle unité de squelette, d'accord, etc., etc. Pareil pour si vous jouez Séraphon et que vous faites venir plein de Séraphons, ce n'est pas votre armée de départ. Votre armée de départ, c'est votre armée sur votre liste d'armées de base. Voilà. Moi, avec les Disciples of Ten, j'arrive à faire venir des aurores roses sur le champ de bataille, qui est mon objectif pour pouvoir tenir des points. Et si je fais venir 10 aurores roses, ces 10 aurores roses ne compteront pas dans mon armée de départ. Donc c'est à vous, a priori c'est une présence dominante et clairement une grande stratégie qui va être utile si vous jouez en MSU, donc en Multiple Small Unit. Maître des bêtes. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore un ou plusieurs monstres de votre armée de départ sur le champ de bataille. Là, ça dépend complètement de votre aptitude à jouer des armées de monstres. En l'occurrence, on est d'accord que c'est une grande stratégie qui va être systématiquement sélectionnée par les joueurs qui vont jouer Sons of Behemoth, par les joueurs qui vont jouer par exemple chez les Gloomspygins, les Spider-Fangs, où ils ont une liste d'armées qui leur permet... Ah non, c'était un bataillon, donc ça a sauté, ça. Ils peuvent plus... C'était un bataillon, donc ils peuvent plus jouer plein d'araignées, Behemoth. Mais par exemple, si vous jouez
une certaine faction des Ogre Mo Tribe qui leur permet de jouer pas mal de behemoths, pas mal de monstres. Si vous jouez pareil Flesh Eater Courts, il y a une de leurs sous-factions qui leur permet de jouer pas mal de monstres. Donc voilà, donc clairement, si vous jouez sur ce type de stratégie ou ce type de sous-faction, mettre des bêtes sera la grande stratégie qui vous conviendra. Ensuite, domaine du prédateur. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie si vous contrôlez plus de terrain que votre adversaire. Bon, bah ça dépend complètement de votre façon de jouer et de la quantité de unités que vous avez. Alors ça va dépendre de la quantité d'unités que vous avez, hein. Donc, a priori, ça va plus se diriger pour du multiple small unit, mais en plus du multiple small unit, où ce sont des unités qui sont suffisamment capables, enfin suffisamment autonomes pour pouvoir survivre, même si elles sont isolées sur le champ de bataille, pour pouvoir tenir des points qui peuvent être un peu isolés eux-mêmes de l'action. Voilà. Ou de capacité à, dans les derniers rounds de bataille, à avoir des unités qui se déplacent très très vite pour aller reprendre, recontester, occuper des points de territoire qui sont très éloignés, où il y avait personne depuis plusieurs tours. Ensuite viennent les deux dernières grandes stratégies qui sont Précieuse Sorcellerie et Pilier de la Croyance, qui sont, entre guillemets, si je peux me permettre, deux grandes stratégies un peu cousines l'une de l'autre. À la fin de la bataille, donc Précieuse Sorcellerie, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore un ou plusieurs sorciers de votre armée de départ sur le champ de bataille. A priori, c'est le type de stratégie qui correspond à des armées où la très grande majorité des héros, des leaders, sont des sorciers. Donc en l'occurrence, Disciple of Tzeentch. Pilier de la croyance. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore un ou plusieurs prêtres de votre armée de départ sur le champ de bataille. Et bien alors là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, parce qu'en fait, si beaucoup d'armées ont des sorciers, en même parfois plusieurs sorciers, eh bien, la réciprocité sur les prêtres n'est pas vraie. En l'occurrence, c'est assez rare que des armées, quand elles ont un prêtre, aient plus d'un seul prêtre. Donc souvent, quand les armées qui ont accès à un prêtre peuvent en jouer un ou deux, mais on va rarement en poser plus dans leur liste d'armées. Je pense qu'aujourd'hui, à part les Stormcast Eternal, il ne doit y avoir que les Fyreslayer et les Daughter of Cain qui ont plusieurs prêtres avec des rôles différents dans leur armée. Mais clairement, je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, à part pour les Duardins, enfin pour les Fyreslayer, les Daughter of Cain et les Stormcast Eternal, c'est assez compliqué de jouer Pilier de la Croyance. Clairement, par contre, si vous jouez en Slave to Darkness, sous-faction des idolâtres, qui est donc idolâtre vous permet d'aligner beaucoup, de donner le mot-clé prêtre à pas mal de vos unités, eh bien, peut-être que ça peut se jouer aussi, dans ces conditions-là. En ce qui nous concerne, avec cette unité sorcier sur 9, on va prendre la grande stratégie Précieuse Sorcellerie. Attention, les Kirik Acolytes doivent compter au moins 9 figurines pour être des sorciers et pour pouvoir lancer leur sort, sachant que je les prends en effectif minimal, mes 2 unités de Kirik Acolytes, donc je peux très facilement passer de 7 unités de sorciers à 5 unités de sorciers. Donc voici notre liste d'armées actuelle. Donc les corbeaux de Tzeentch. Cette liste d'armées, si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader sur ma chaîne et de voir les listes d'armées que je propose en général sur du tableur, donc ça ressemble pas du tout à ça en général ce que je fais. Mais cette liste d'armées que je vous présente ici, c'est ce sont tous les requis, tout ce que vous devez noter de ce qui est demandé dans la V3 des Age of Sigmar. En fait, c'est normalement tout ce que vous devez présenter à votre adversaire au début d'une partie. Voilà. Normalement, si vous participez à un tournoi et que les organisateurs demandent pile ce qui correspond dans la V3 sans rajouter de demandes supplémentaires, et bien vous leur fournirez une liste qui ressemble à peu près à ça. Enfin, avec ce type d'information, en tout cas. Donc d'abord, mes 2 bataillons, mon premier bataillon Seigneur de guerre, avec mon général, je l'ai identifié, il est en rouge, j'ai marqué Tsangor Shaman avec un G, pour rappeler que c'est le général. J'ai indiqué dessus son type, donc c'est un sorcier. Je l'ai fait ça pour tous mes héros, j'ai indiqué leur type à chaque fois. Donc en l'occurrence, là, ce sont tous des sorciers. En dessous, Kairos Fateweaver, j'ai indiqué donc qu'il est sorcier, qu'il est unique, qu'il est monstre et qu'il est behemoth. Le magistère en dessous, j'indique qu'il était sorcier.
Le Blue Scribe, j'ai indiqué qu'il était sorcier, j'ai indiqué qu'il était unique. La troupe, les 10 Kyriacolytes, je les ai identifiés en disant Kyriacolyte A, et pour les différencier avec l'autre unité de Kyriacolyte que j'ai appelée Kyriacolyte B, j'ai indiqué que c'était des lignes. Second bataillon, avant-garde, donc le leader, Tsangor Shaman, level 2, celui qui a l'objet magique, j'ai indiqué que c'était un sorcier. Ma troupe de 30 Tsangor, ce sont des lignes, j'ai indiqué que c'était une unité qui avait bénéficié 2 fois du renfort, et j'ai indiqué qu'elle avait un état-major complet. Vous devez indiquer dans les unités toutes les figurines qui ont un rôle spécifique. Normalement, dans les Kyriacolytes, j'ai également des champions, et deux figurines qui ont des rôles spécifiques, mais qui ne sont pas vraiment de ce qu'on appelle des états-majors. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous posez vos unités sur la table, vous devez indiquer à votre adversaire, lui c'est mon champion, lui c'est celui qui va tenir un parchemin spécial magique, lui c'est celui qui tient une petite boule qui permet de faire des téléportations, lui c'est une... Voilà, vous devez indiquer qui est équipé d'une aptitude spéciale. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les notes. C'est pas moi qui ai appelé ça une note, c'est vraiment comme ça qui est indiqué dans la règle de la V3 d'Age of Sigmar. Sur la note, vous devez indiquer la faction que vous jouez. Même si c'est une évidence, hein, quand vous posez vos figurines, vous devez rappeler. Donc voilà, je joue Disciple of Change, j'indique la sous-faction, Host Perfide. Et normalement, j'ai oublié de le mettre, alors que c'est plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo et j'ai encore oublié. Vous devez indiquer à cet endroit-là la grande stratégie que vous avez sélectionnée. Donc comme je vous ai dit, notre grande stratégie sera Précieuse Sorcellerie. Vous indiquez également ici vos sorts persistants ou vos invocations de prière que vous utilisez. Donc moi j'utilise un sort persistant, c'est le Tome of Eyes. Vous indiquez également pour chacun de vos héros tout ce à quoi ils ont accès. Donc vos sorciers, vous indiquez leur sort, comme je l'ai fait à nouveau ici. Vos prêtres, vous indiquez leur prière. Vous indiquez, vous rappelez qui est votre général. Vous indiquez son trait de commandement. Donc là, voilà, mon Tsangor Shaman, j'ai marqué ses 2 sorts. En dessous, j'ai marqué son trait de commandement, volonté du Seigneur Fantôme. J'ai marqué son artefact de pouvoir, marque du démon divisé. Je vous rappelle ces 2 objets-là, enfin ces deux bonus-là, ces 2 optimisations sont contraintes, sont des obligations fournies par la sous-faction de l'Host Perfide, et mon Tsangor level 2 en dessous, j'ai mis ses sorts, et en dessous j'ai marqué l'artefact de pouvoir que je lui ai donné par l'optimisation supplémentaire conférée par le bataillon Seigneur de Guerre, donc le volume obscur. Et enfin, j'ai marqué en dessous que le total était de 2000 points. J'ai indiqué les points pour chacune des unités pour si jamais l'adversaire voulait recompter. Voilà, mais donc j'ai indiqué qu'on a aujourd'hui, cette liste d'armées fait exactement 2000 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en l'occurrence, eh bien, je n'irai pas chercher la fameuse optimisation qu'on a vue un peu plus tôt, qui s'appelle le triomphe, puisque c'est sûr et certain que si jamais je rencontre un adversaire, eh ben, ce ne sera pas moi qui aura une armée qui coûtera la moins chère, puisque je suis à pile de 1000 points. Et le triomphe est un bonus spécifique qui est conféré à celui qui va aligner l'armée la moins chère. Voilà. Donc, voici tout ce qu'il y avait à dire sur cette première partie de vidéo. Je pense avoir été assez clair. J'ai fait en sorte d'être beaucoup plus rapide que ce que j'avais été lors de mes premiers enregistrements. Je pense quand même que ça a duré largement plus de 30 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis la prochaine vidéo qui, elle, sera clairement beaucoup plus conséquente, puisque là, je vous présente ici un peu son contenu. Et cette prochaine vidéo, je vais l'enregistrer très prochainement, et puis pour la mettre dans la foulée de celle-ci, dans 24 ou 48 heures. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Bien entendu, vous me mettez vos commentaires, je répondrai, partagez, vous aussi, discutez-en. J'espère que ça vous aura été utile. Vous trouverez dans la description de cette vidéo l'accès, les liens pour le Discord de la chaîne, et aussi pour la chaîne Twitch, où il y a normalement des lives tous les mercredis soirs consacrés à Age of Sigmar. Voilà. Je vous remercie beaucoup à nouveau pour votre attention, et je vais mettre fin au live
Enfin, la vidéo, maintenant. Ciao, ciao!